Un virus assez complexe. Au Sénégal, vous le savez, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement après évaluation de la riposte engagée depuis bientôt 6 mois. Avec nous sur ce plateau, le médecin général de brigade Mame Thierno Dieng, professeur titulaire des universités, notre invité, et le directeur de l'hôpital principal de Dakar. Bonjour mon général et merci beaucoup. Bonjour Omar. Je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez peut-être de dire des choses que je considère comme étant des préalables importantes. Oui. Le premier, c'est bien sûr vous remercier de l'invitation qui n'obéit pas seulement qu'à des considérations sentimentales. C'est une considération de raison et de contexte. Parce qu'il s'agit de contribuer effectivement à l'effort d'éducation et d'envoyer des messages qui concurreront peut-être à rassurer les populations. Et vous m'avez donné l'opportunité de le faire. C'est un motif objectif de remerciement. Mais aussi vous féliciter par le professionnalisme constaté par tout le monde avec lequel vous conduisez cette émission très regardée. Merci beaucoup. Et ces remerciements vont aussi aux autorités de la RTS qui font aussi preuve d'une clairvoyance et d'un sens de responsabilité suffisamment élevé pour que chaque fois qu'il y a une question d'intérêt national, vous vous y impliquez de la façon la plus adéquate. C'est ça vraiment que je voudrais dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur d'autres considérations. Absolument. Générales. Merci beaucoup en tout cas d'accepter notre invitation. Hein. Alors, le profil du Sénégal face à cette pandémie, pour replacer notre pays dans le contexte actuel que nous vivons, que le monde vit. Le président de la République le disait, on a un profil assez honorable au vu des résultats que nous avons obtenus depuis 6 mois. Alors, qu'est-ce qui nous vaut cela? Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il faut revenir à la sémantique et à la terminologie des mots. Quand on dit pandémie, pan, ça veut dire partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun territoire du monde qui est épargné par cette maladie virale, compliquée, socio-anthropologique. Et effectivement, on a entendu des chiffres très alarmants provenant des pays à des moyens incommensurables. Et il est tout à fait pertinent qu'on se pose la question de la place, mais en tout cas de ce qu'est le Sénégal dans ce contexte mondial. Je pense que le Sénégal a une position très honorable, très respectée, et ça, nous le devons à plusieurs facteurs, dont le principal me semble être la conscience et la volonté politique au niveau le plus élevé et très précocement illustrée. Et cette volonté politique a amené les plus importantes autorités civiles et militaires à s'impliquer très rapidement dans la riposte. Au premier chef des autorités civiles, c'est bien sûr son Excellence le Président Macky Sall. On n'a plus besoin de démontrer son sens de responsabilité et sa clairvoyance quand il s'est agi d'adresser cette question. Tous les ministres du gouvernement, mais plus particulièrement celui de la santé, dont tout le monde voit les efforts qu'il déploie, celui des forces armées, celui de l'intérieur, bref, tout le gouvernement du Sénégal. Parmi les autorités militaires, il faut citer le général du corps aérien, Birame Diop, qui a impliqué l'armée dans tous les moyens qu'il a, qu'ils soient logistiques ou humains, dans la riposte. Et c'est ce leadership de l'État du Sénégal qui a amené à mettre en place très précocement une riposte qui nous vaut les résultats que nous avons. Je dis précocement parce qu'on a l'impression que le président de la République a déjà mis en œuvre le principe immuable de santé publique qui veut qu'un cas soit considéré comme une épidémie. Oui. Un cas égal à une épidémie. Et le premier conseil présidentiel qu'il a tenu s'est fait alors même que l'officialisation du premier cas sénégalais n'a pas été faite. Le 2 mars. Le 2 mars. Au 2 mars, il n'avait pas été encore publié un cas officiel de confirmé. Donc déjà, à cette date, il avait organisé un conseil présidentiel aux fins de mettre en place une riposte afin de contenir l'épidémie. Donc, c'est vrai que la maladie a fait des victimes. Elle a fait des conséquences socio-économiques graves. Oui. Mais le Sénégal est resté quand même très résilient et a une position très honorable.
Et ça, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est toute la nation sénégalaise, mais surtout l'État à son plus haut sommet et dans les institutions les plus importantes. C'est ça aujourd'hui qui explique la place, à mon avis, respectable du Sénégal dans le concert mondial de la lutte contre cette maladie. Très bien. Et pour appuyer tout cela, des éléments chiffrés à ce jour, 11 175 cas, 7 352 guéris, 232 décédés et il y a 3 540 cas qui sont encore sous traitement. Justement, par rapport au taux de mortalité, parce que c'est important d'y revenir, si on le rapporte, si on prend par exemple le nombre de cas rapportés aux infectés et aux cas graves, on arrive effectivement à un taux de mortalité assez faible, ce qui n'est pas mauvais. Oui, mais pour une analyse plus objective du taux de mortalité, il faut convoquer d'abord le coût de mortalité dans la population générale. Oui. Ensuite, rapporter le taux de mortalité à l'ensemble de tous les malades qui sont infectés. Mais surtout rapporter aux cas graves dont on sait que ce sont les cas qui tuent. Oui. Et si on fait cette analyse, il n'y a pas une mort acceptable. Il n'y a pas une mort à ne pas être déplorée. Mais le taux de mortalité du Sénégal dans cette pandémie, par rapport à ce qu'on connaît à travers le monde, est un taux de mortalité relativement acceptable. Parce que nous avons vu des pays avec des moyens économiques et médicaux incommensurables qui sont à des centaines de milliers de morts. Oui. Je ne citerai pas des pays. Mais aujourd'hui, les pays qui ont le taux de mortalité le plus élevé, qui ont le deuil le plus important dans cette maladie, sont les pays les plus puissants économiquement, médicalement. Et nous, on a épargné de ça. C'est la précocité avec laquelle les autorités ont pris en charge cette question. Ok, allons comprendre maintenant le virus ou la maladie. Effectivement, on voit qu'il y a une psychose, une coronapsychose, si on peut l'appeler comme ça, liée à une sorte de stigmatisation. Alors, quelles sont les choses basiques, peut-être, qu'on doit répéter et que les gens doivent mieux comprendre? Oui, parce que parmi un des facteurs d'altération de l'efficacité de la riposte, il y a effectivement ces choses pas du tout souhaitables qui se passent. Coronaropsychose, stigmatisation, refus, oui, déni, refus. Tout ça me semble être lié peut-être à une insuffisance de compréhension des fondamentaux de cette maladie. C'est une maladie certes virale, mais du point de l'origine, il faut le dire et bien le dire, c'est une zoonose. Ça veut dire? Une maladie animale. Ce n'est pas une maladie humaine, c'est une maladie animale. Ça implique donc que le virus est fait pour se développer dans le corps d'un animal, en l'occurrence la chauve-souris. En conséquence, une fois qu'il s'introduit dans le corps humain, il devient un corps très étranger. Et le corps humain a les moyens nécessaires pour s'attaquer à tout corps étranger. C'est l'immunité. Et dans toutes les fois où ça infecte un individu à immunité normale, il guérit, non pas du fait d'un traitement, mais du fait de l'immunité. C'est ça que la médecine appelle une maladie auto-involutive. Très bien. Le coronavirus est une maladie auto-involutive dans plus de 95% des cas. Donc tous ceux qui ont une immunité normale sont à même d'éliminer le virus. Il n'y a pas de guérison spontanée. C'est l'immunité qui guérit la maladie. Très bien. Et donc toutes les personnes, comme vous et moi, qui ont une immunité normale parce qu'ils sont relativement jeunes, parce qu'ils n'ont pas une maladie qui altère leur immunité, parce qu'ils n'ont pas pris un traitement qui altère leur immunité, guérissent et guérissent bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort est une exception. C'est une exception. Oui. Et on sait de toute façon quelles sont les personnes qui ne peuvent pas survivre de la maladie. Et ces personnes, ce sont des personnes qui ont l'immunité profondément compromise par l'âge avancé. Oui. Les maladies comme le diabète, le surpoids, l'hypertension artérielle, toutes les maladies cardiovasculaires et aussi les médicaments dont on sait qu'ils sont immunodéprimants. Oui. Et on parle de comorbidité. Comorbidité, c'est peut-être un terme trop technique. C'est l'ensemble des maladies qui atteint la personne avant qu'elle ne soit infectée. Et souvent, c'est une sommation de beaucoup de choses. Ce n'est pas une seule comorbidité. La personne âgée, on peut concevoir qu'elle soit hypertendue, qu'elle ait le diabète, qu'elle ait une maladie cardiovasculaire. Toutes ces maladies, dites maladies non transmissibles, sont des maladies de la longévité. Donc c'est en cela que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui, de toute façon, sont incapables de survivre de la maladie parce qu'ils n'ont pas une immunité qui permette de diminuer le virus.
Cela étant compris, je pense que la première chose qu'on doit dire, contrairement à l'opinion, ce n'est pas une maladie mortelle ad vitam aeternam à tout le monde. La mort est exceptionnelle et on sait qui ceux qui sont prédisposés à mourir. Et ce sont ceux-là qu'il faut protéger comme du lait sur le feu. Oui. Mais toutes les autres personnes, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la mortalité globale ne dépasse pas 2%. Quand vous voyez les pays qui sont atteints, où il y a des centaines de milliers de morts, c'est parce qu'il y a des millions d'infectés. Donc, nous ne banalisons pas. Oui. Mais il faut savoir raison garder. On a eu dans l'histoire de la maladie des maladies beaucoup plus ravageuses que celle-là. Donc, que les gens gardent leur calme, qu'ils soient rassurés. C'est d'autant que l'État a mis tous les moyens possibles pour leur venir en aide jusqu'à l'aide socio-économique. Oui. Ce n'est pas seulement une aide organique au sens de la prise en charge de la maladie. On s'est intéressé même à leur vécu quotidien, les conséquences sociales de la maladie en venant à leur secours. Tout ça devrait contribuer à rassurer les populations pour qu'il n'y ait pas de coronavirus, pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation, pour qu'il n'y ait pas de délit. Parce que nous aussi, ce que nous faisons à des règles, nous n'avons pas le droit et le pouvoir de contraindre quelqu'un à se soigner. La médecine est quelque chose de librement consenti. Donc les gens qui sont résistants à venir à l'hôpital, ce n'est pas souhaitable. Mais nous aussi, on ne peut pas les attacher pour leur dire « venez vous soigner ». Oui. Je pense que ce que nous sommes en train de faire peut contribuer à faire accepter aux populations la réalité de la maladie, d'avoir les comportements attendus en termes de prévention et de traitement. Et de ne pas avoir peur d'aller dans les structures hospitalières. Ils devraient avoir peur de ne pas aller dans les structures médicales. Parce que ce sont les structures médicales qui sont censées apporter les solutions préventives et curatives de la maladie. Donc ça, vraiment, je pense que les populations devraient pouvoir garder raison. Et puis faire confiance aussi au personnel médical dont personne ne peut douter de leurs compétences, de leur dévouement et de leur sens du sacrifice. Je profite de ce passage pour leur adresser mes remerciements et mes sentiments les plus confraternels parce que je me sens appartenir à cette corporation qui aujourd'hui... Leur engagement est vraiment apprécié. Oui. Et le Sénégal s'est donné les moyens de formation qu'il faut pour avoir des médecins à l'expertise avérée. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est vrai, vous avez parlé de la gestion même de ces cas graves. Mais il y a peut-être nécessité d'insister sur les mesures barrières qui vont pouvoir peut-être nous éviter un peu la gravité de ces cas-là. Oui, pour comprendre le rationnel et la pertinence des mesures barrières, il faut revenir aussi au basique. Dans toutes les maladies infectieuses graves, épidémiques ou pas, il y a deux moyens de prévention. La prévention individuelle et la prévention collective. La prévention collective la plus souhaitée et la plus commode, c'est la vaccination. Et dans cette maladie, il n'y a pas de vaccination. N'ayant pas de vaccination, n'ayant pas un traitement homologué, je dis étiologique, du point de vue de l'éradication du virus, nous n'avons pas de traitement homologué, il ne nous reste plus que la prévention. Et le but de la prévention, c'est de rompre la chaîne de contamination. Parce que c'est une maladie à transmission interhumaine directe et exclusive. C'est-à-dire que toute personne qui l'attrape a été contaminée par une autre personne. Donc si on rompt le passage du virus d'un corps infecté à un corps sain, on met terme à l'épidémie. Et aujourd'hui, le seul moyen qu'on a d'y arriver, ce sont les mesures barrières. Donc c'est l'ensemble des moyens physiques qu'on met en œuvre pour empêcher à ce que le virus passe d'un corps malade à un corps sain. C'est le sens et la portée des mesures, des nouvelles mesures que le gouvernement vient de oui, c'est le complément indispensable de toutes les mesures barrières. Il faut dire que l'interdiction des rassemblements fait partie des mesures barrières et peut-être que c'est la mesure barrière la plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez empêché de porter le masque parce que vous m'avez dit qu'à la distance est suffisamment... On est suffisamment distant pour que je ne puisse pas vous contaminer. Et ça, je le tiens de... Non, c'est une réalité médicale. Mais si ça, on le reproduit à l'échelle sociale, mais le problème est réglé. Mais si on crée des rassemblements, quels qu'ils soient, qui favorisent la propagation du virus, c'est inapproprié et c'est inopportun. Donc les mesures prises sont des mesures vitales et de survie. Et qui complètent les mesures individuelles, le port de masque,
dont on a prouvé qu'il prévient la maladie dans 85%. Et ça, c'est des données mondiales. Oui. Et vous me permettrez de citer l'exemple d'un pays qui est Cuba. Cuba aujourd'hui bat les records, parce qu'on ne parle pas seulement de records en termes d'infectés par rapport au nombre, mais on parle aussi de records en termes de réduction du nombre d'infections. Cuba aujourd'hui, rapporté à sa population, a le taux d'infection le plus bas. Il a le taux de mortalité le plus bas. Pourquoi? Parce que les gens ont une discipline et une rigueur qui font qu'ils portent les masques. Et ce ne sont même pas des masques compliqués. Ils fabriquent tous leurs masques dans leur maison. Et c'est le fait de porter ces masques qui prévient la maladie. Donc le port de masque, c'est une mesure commode. C'est une mesure pas chère, qu'il faut universaliser et rendre obligatoire, et c'est ce que fait l'État du Sénégal. Ouais. Et même en France, on voit que dès lundi, le port de masque va devenir unanime, obligatoire parce que dans certains... Dans cette maladie, malheureusement, comme dans la plupart des épidémies de cette nature, la fulgurance nous a fait agir très souvent dans l'ignorance, bien en tout cas dans la non-maîtrise des choses. Dans les premiers mois de l'épidémie, on a pensé que le masque, c'était seulement pour les malades, pour qu'ils ne projettent pas le virus. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que le virus projeté dans l'air pouvait y survivre pendant 8 heures. Temps suffisant pour infecter une autre. Donc, d'où l'obligation de porter des masques. Et quand on l'a mis en œuvre, on en a vu l'efficacité. Ensuite, le lavage des mains. Pourquoi? Parce que le virus peut survivre sur la main. Et dès que tu introduis la main, comme on le fait souvent, dans l'orifice narinaire, on s'infecte. Donc, le lavage fréquent des mains, d'abord avec ce qu'il y a de plus simple, l'eau et du savon. Ensuite, secondairement, le gel alcoolique. Mais tout ceci n'a de valeur que lorsqu'on supprime les rassemblements. Quel qu'il soit. Mais principalement, la santé publique l'a enseigné. Les rassemblements à caractère funèbre sont les plus grandes circonstances de provocation de ces maladies. Vous l'avez dit et ça a fait tilt. C'est la vérité. Parce que, encore une fois de plus, ce n'est pas le nombre de morts qui affole. Ce sont les symboliques qui disparaissent. Qui ont l'impact le plus négatif dans la conscience sénégalaise. La semaine qu'on a dite, ce n'est pas tant le nombre. On a eu des semaines plus macabres en termes de quantité. Mais cette semaine a été plus macabre en termes de disparition des symboles de la société, que ce soit religieux ou des grandes personnalités de la société civile. Et forte est de constater que ces personnes se sont contaminées directement dans les cérémonies funéraires, à Inala elle-même, ou bien en envoyant un représentant qui ramène la maladie dans le foyer. Et ça, je ne l'ai pas inventé. La science, ce sont les faits. Les faits sont que, quand on a fait la traçabilité à l'hôpital principal, ce sont ces conclusions-là auxquelles nous avons abouti et qui, heureusement, ont amené les autorités à interdire les levées de corps. Dès que je suis sorti du conseil, j'ai pris une note pour interdire les levées de corps à l'hôpital principal pour quelques personnes qu'elles soient. C'est fini maintenant? C'est fini. L'hôpital principal, il n'y aura plus de levée du corps jusqu'à nouvel ordre. Donc, il y a une question de survie nationale. Mais c'est une situation assez complexe quand même pour une société que nous savons, avec ses réalités. Je ne vois pas de considération. Je veux dire, une grande question est maintenant aujourd'hui de faire comprendre à l'opinion cela. Non, parce que c'est simplement que les gens comprennent qu'aujourd'hui, je ne vois pas une considération sociale qui doit être au-dessus de la nécessité de préserver l'intégrité et la survie des populations sénégalaises. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Partant de ce fait, les gens devraient comprendre que c'est un sacrifice transitoire qu'on leur demande aux fins d'épargner des vies innocentes, comme les vieilles personnes, les gens malades, qui, en fait, souvent, sont des victimes passives de l'infection parce qu'on leur a amené le virus. Et ça également, je pense que c'est des choses qui méritent d'être dites pour que la conscience nationale sache qu'elle a plus que jamais les mesures qu'il faut pour lutter elle-même contre cette épidémie. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous l'avez fait remarquer avec pertinence, tous ceux qui ont une immunité normale ne sont pas... Guérissent carrément. Oui. Mais ils sont potentiellement infectés. On a pris l'exemple des jeunes. Et on parle même des cas asymptomatiques qui sont et qui seraient les plus nombreux aujourd'hui. Parce que, Omar, dans cette maladie, il y a 2 à 3 choses. La première chose, c'est l'agent qui infecte. La seconde chose, le corps qu'il infecte et les lésions qu'il provoque dans le corps. Donc, il y a le virus et il y a les altérations qu'il a provoquées dans le corps. Guérison, ça veut dire guérison virale, le virus a été éradiqué. Guérison sur le corps parce qu'il y a une restriction ad integrum
de toute l'anatomie du corps humain. C'est ça la guérison. Et les gens qui ont une immunité normale n'ont rien de ça. Au bout de 5 à 7 jours, on les teste, l'organisme a éliminé le virus a été incapable de provoquer un quelconque dégât. Mais ils auront attrapé le virus, ils auront été infectés. Ils auront été infectés, oui. mais leur immunité a tellement été compétente qu'elle a éliminé le virus. Donc c'est au moment où ils sont infectés qu'ils deviennent un risque pour la famille. Exactement. Oui. Parce que les asymptomatiques sont peut-être moins contagieux que les symptomatiques, mais ils sont contagieux. C'est ça. Donc si on teste les asymptomatiques, ce n'est pas pour les soigner, c'est pour les extraire de la société, pour qu'ils ne transmettent pas le virus à d'autres personnes. Donc les asymptomatiques et les personnes qui n'ont pas de gros signes, quand on les amène à l'hôpital, ce n'est pas dans un but de traitement, c'est dans un but d'isolement. Donc ce qu'on s'appelle les centres de traitement ne sont pas des centres de traitement, ce sont d'abord et avant tout des centres d'isolement. Parce que de toute façon, il n'y a pas de traitement homologué et que même les gens à immunité normale n'ont pas besoin d'un traitement. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Ça évite les catastrophiques automédications. Et ça, c'est un fait très, très prégnant ici au Sénégal. Aujourd'hui, les gens se mettent à boire tout et n'importe quoi, alors même qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont une immunité normale et que de toute façon, même s'ils s'infectent, ils guérissent. Et à l'heure actuelle, la science de l'essai thérapeutique qui a pour rôle de valider les médicaments n'a encore validé aucun médicament dans le sens de la démonstration de l'efficacité, mais aussi de l'innocuité. Parce qu'un traitement, c'est toujours un gain et un risque. Y compris le fameux Artemisia, là. Oui. On n'a pas dit que c'est efficace. On a dit qu'on n'a pas la preuve de l'efficacité. Et la science, ce n'est pas l'instrumentation, ce n'est pas la discipline. C'est la démarche qui se base sur des faits. Et les faits n'ont pas encore prouvé que ces médicaments sont efficaces et pas dangereux, quels qu'ils soient. Je ne rentrerai pas dans le débat, c'est des principes scientifiques qui gouvernent une discipline qu'on appelle l'essai thérapeutique, qui valide aujourd'hui les molécules dans un but thérapeutique. On a dépassé l'ère de la pratique médicale où c'est l'opinion des patrons qui détermine les traitements. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur dermatologue que je dis qu'il faut traiter ça. Il faut que j'apporte la preuve que ce médicament est efficace. Et cette preuve n'existe dans aucun médicament pour ce qui concerne cette maladie. Mais rien n'empêche de faire des recherches, d'essayer. Non, c'est ça. C'est ça qui doit appeler à faire de la recherche, mais en étant scientifiquement honnête. D'accord. Et en obéissant à des critères universellement définis de validation des traitements. C'est ça que les anglo-saxons appellent l'evidence-based medicine, la médecine basée sur le niveau de preuve. On ne doit pas prescrire un médicament pour lequel on n'a pas la preuve de l'efficacité et de l'absence de danger. D'accord. Et ça, c'est un principe qui gouverne toute la thérapeutique médicale. Très bien. OK, c'est bon d'en savoir. Maintenant, évidemment, on le dit, on le répète, il y a nécessité de préserver la santé publique, mais aussi de sécuriser l'économie du pays. Et c'est le sens de ce concept « vivre avec le virus ». Qu'est-ce qu'on doit mettre là-dedans? Oui, parce que, effectivement, on est dans un contexte où il y a un besoin de ressources additionnelles pour traiter une maladie dont la survenue est imprévisible et qui demande beaucoup de moyens. Partant de ce principe, on ne devrait pas pouvoir arrêter de travailler. Parce que si on ne travaille pas, on n'a pas les ressources. Le concept de vivre avec le virus implique la poursuite de l'activité économique aux fins d'avoir des ressources, mais aussi une plus grande vigilance pour l'observation des mesures barrières. C'est ça le contenu de vivre avec le virus. Mais il ne s'agit pas de laisser les populations décimées par le virus. Il s'agit de continuer nos activités pour avoir des moyens d'adresse aux problèmes et de rester vivants et bien portants. Donc, ça implique, comme l'État l'a fait, une plus grande vigilance, une plus grande rigueur, une grande application de toutes les mesures barrières, y compris les rassemblements. Très bien. Alors, aujourd'hui, mon général, si on essaie de corréler la riposte du Sénégal qu'on a débuté depuis près de 6 mois, qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de stratégie? C'est vrai, vous avez expliqué l'importance des mesures barrières, des choses basiques à connaître sur le virus, mais si on prend ces mesures-là, c'est qu'à côté, il y a aussi un dispositif qui doit nous aider à stopper la chaîne de contamination.
Aujourd'hui, évidemment, dans les commentaires, on parle de failles dans la stratégie de riposte. Vous l'acceptez? Oui. Non, il n'y a pas à proprement de failles. Parce qu'il y a peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Oui. Mais parler de failles au vrai sens du terme me semble exagéré. Maintenant, pour revenir au cas de la gestion d'une épidémie de cette nature en général, le Sénégal n'a rien à apprendre de qui que ce soit. Parce que l'histoire de la médecine nous apprend que le Sénégal est un pays pionnier en termes de santé publique, en termes de formation des médecins. Et aujourd'hui, notre système de santé publique est envié à l'échelle mondiale. C'est une référence. C'est une référence. Et les gens qui l'ont conçu, théorisé, mis en œuvre sont vivants, ils sont dans ces pays. Et c'est pour l'essentiel des médecins militaires. Ça me permet aussi de rendre un vibrant honneur à tous nos maîtres, civils ou militaires, dans la perpétuation de la compétence médicale dans ce pays. Le système tel qu'il fonctionne a été le fait des médecins militaires qui sont là à Dakar. Les premiers enseignants de la faculté de médecine, tout le monde confondu, étaient des médecins militaires. Et donc, on a un système qui a prouvé sa capacité à adresser des épidémies de cette nature. S'il y a une amélioration, s'il y a des améliorations à porter, c'est d'abord l'implication de tout le système dans la lutte. Parce qu'on dit implication communautaire. Communautaire, c'est une connotation démographique. La territorialisation de la lutte à toutes les étapes est une donnée géographique qui est conforme même avec la philosophie du PS. Ça veut dire quoi concrètement, territorialisation? Il faut que qu'est-ce qu'il faut faire? tous les échelons du système jouent le rôle dans la riposte. La case au village, le poste de santé dans les arrondissements et les sous-préfectures, le district dans les départements ou dans des zones qui ont l'équivalent de prime à qui on a donné un district, la région, ensuite le niveau central. Et aujourd'hui, s'il y a une rectification à appliquer, c'est l'intégration totale de ce système et le doter des moyens qu'il faut faire pour porter les diagnostics. Isoler les asymptomatiques et rendre possible le traitement des cas graves. Et ça, le système le fait déjà. Peut-être qu'il y a à apporter. Il y a aussi, je pense, une plus grande inclusivité. La maladie n'est pas seulement une maladie médicale au sens organique du terme. C'est une maladie aussi socio-anthropologique. C'est une maladie économique. Tous ces gens-là devraient avoir leur place dans la riposte. Parce que la riposte, c'est un monde global qui implique tout le monde. Il y a aussi un besoin, à mon avis, à une meilleure coordination. Mais aussi une plus grande autorité dans la communication, qui est un élément fondamental dans cette maladie, parce que c'est elle qui détermine la réaction des populations. Je pense que ça, ce sont des améliorations apportées parce que le système en lui-même déjà est bien. Donc, s'il y a à améliorer, c'est peut-être ça. La territorialisation, l'inclusivité, la coordination et une meilleure maîtrise et une meilleure organisation de la communication. Mais cette territorialisation-là dont vous parlez, ça implique les personnels et les structures dans leur ensemble, à l'échelon territorial. Mais à côté, peut-être il y a besoin de, vous l'avez dit d'ailleurs, de sensibiliser, d'où cette adhésion de la communauté. Exactement. Quand on dit participation communautaire, c'est ça. C'est la population elle-même s'approprie le concept de la riposte et on les amène elles-mêmes à promouvoir les gestes barrières, à l'accepter surtout. Maintenant, à côté de cet aspect démographique, il y a l'aspect géographique qui consiste en la territorialisation. Et ce n'est pas seulement une territorialisation factice, c'est aussi une territorialisation des moyens de diagnostic surtout. Et il est dangereux de vouloir traiter des cas graves dans un endroit où n'existent ni les moyens humains, ni les moyens matériels pour les traiter. Donc, il y a la territorialisation, mais il y a aussi la limitation des compétences et des actions. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui n'ont pas les moyens de traiter des cas graves. Les cas graves, tels que définis à l'échelle mondiale, doivent être traités dans une réanimation dédiée. Ce ne sont pas des lits de soins intensifs, ce sont des lits de réanimation dédiés, organisés, équipés pour faire face aux besoins de réanimation de la maladie. La réanimation ne traite pas une cause. Elle maintient en vie les gens jusqu'à ce qu'elles guérissent tout seuls ou bien jusqu'à ce que leur état permette de prendre en charge la cause. C'est le sauvetage, quoi. Voilà, exactement. C'est la préservation des fonctions. Voilà, c'est la préservation des fonctions vitales.
la respiration, le cœur, le cerveau, le sang. La réanimation préserve tout ça. C'est tout un ensemble. Par exemple, dans le cas du Covid, on ne donne aucun traitement pour le virus. En réanimation, on ne donne aucun traitement pour le virus parce que de toute façon, ça n'existe pas. On traite les symptômes. Ce que l'on fait, c'est qu'on maintient les gens en vie jusqu'à ce qu'ils guérissent seuls. Et le maintien en vie implique la préservation des fonctions vitales, la respiration, le cœur, le rein. Et toutes ces fonctions sont altérées par une seule chose que les gens appellent l'hypoxie. C'est une insuffisance d'apport d'oxygène dans les organes. Et l'oxygène est le seul nutriment que tous les organes utilisent. On peut comprendre qu'après une longue période où ils sont privés d'oxygène, ils en souffrent. Et les organes qui en souffrent le plus, c'est le rein, c'est le cerveau. Et l'insuffisance d'apport d'oxygène est liée aux altérations que la maladie provoque dans le poumon. Donc, il n'y a pas de traitement étiologique, il n'y a pas de traitement curatif au sens virologique du terme. Les cas graves, on les maintient en vie jusqu'à ce qu'ils guérissent seuls. Il y a une situation qui est très importante à connaître. Ce sont les gens qui n'ont plus le virus. C'est-à-dire que le virus a été éliminé. Mais les dégâts qu'ils ont provoqués sont encore là. Ce sont des situations de guérison virologique sans guérison clinique. Ça veut dire qu'ils ont des séquelles? Ce ne sont pas des séquelles. Des séquelles. Ce sont des lésions présentes que le virus a provoquées et le virus est parti et les lésions sont là. C'est ces gens-là, si tu te passes sur une négative virologique pour les renvoyer chez eux, ils vont aller mourir chez eux. Le traitement ne s'adresse pas au virus, il s'adresse aux dégâts provoqués par le virus dans le corps humain. Ça aussi, c'est fondamental. Et vous avez parlé tout à l'heure des cas asymptomatiques, mais il faut les isoler, disiez-vous tout à l'heure. Oui. Mais le problème, c'est que dans la nouvelle stratégie, ils ne sont pas pris en charge dans les hôpitaux. Oui, c'est parce qu'on est arrivé à un moment où, effectivement... Alors qu'ils sont plus nombreux. Oui, les hôpitaux devenaient saturés. Et ça, c'est dangereux. L'implication massive des hôpitaux dans une épidémie de cette nature ne peut être que délétère. Pour 4 raisons. La première, c'est une désaffectation des malades vers les hôpitaux. Les gens ont systématiquement déserté les hôpitaux. Oui. La seconde, c'est le risque de contamination du personnel médical. Quand le personnel médical c'est arrivé plusieurs fois. Chez vous, oui. Mais on a été les moins impactés de ce point de vue-là également. Donc la contamination du personnel médical qui fait que des services fondamentaux sont à l'arrêt. Ensuite, la désaffection du lit. Si on ne fait pas attention, on va laisser les malades non curables et donner tous les lits au Covid. Les hôpitaux appartiennent aux malades et à tous les malades. Ça, on l'a toujours relevé. Oui. Donc les hôpitaux doivent rester résilients. La résilience renvoyant à sa capacité à traiter ces malades habituels. Donc tout ça, c'est l'implication massive des hôpitaux dans la prise en charge des cas. Et les cas asymptomatiques n'ont pas leur place dans un hôpital. Donc c'est normal quoi qu'on les... Ça nous est arrivé même de revers. Les gens viennent à l'hôpital, on les couche sur un lit, ils n'ont rien. Ils disent que, en fait, pourquoi on nous met à l'hôpital? Parce qu'on n'a rien. Effectivement, ils n'ont rien. Ceux-là, on doit leur trouver des centres d'isolement. Et quand les centres d'isolement sont plus ou moins dépassés, on peut permettre pour certaines personnes qui peuvent, chez elles, réunir les conditions nécessaires d'isolement, permettre à ce qu'ils soient traités à domicile. Mais malheureusement, notre organisation sociale, vous le voyez bien, n'est pas compatible avec ce mode de vie. Rares sont les Sénégalais aujourd'hui qui ont un appartement où ils vivent tout seuls, ils ont leur chambre tout seuls, ils sont en contact. Nous vivons en communauté. Ça aussi, ça pose un problème par rapport à la gestion. Mais tout autant que, il faut aussi faire preuve de réalisme et faire la politique de ces moyens. On n'a pas les moyens, présentement, peut-être, vu l'ampleur de l'épidémie, de créer des centres d'isolement pour tous les malades. Et maintenant, aujourd'hui même, on se rend compte de plus en plus qu'il y a moins de pression sur les lits des malades, que ce soit les cas simples ou les cas graves. C'est parce que la tendance actuelle, quand vous le voyez, quand on donne le chiffre brut, les gens sont affolés. Mais très souvent, quand vous regardez, il y a souvent plus de guéris que d'infectés. Donc il y a des lits qui se libèrent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui annonce le déclin de l'épidémie. D'accord. Alors, il y a un débat entretenu, et là, c'est pour reparler du système. Un débat entretenu ou un lien établi entre la qualité du plateau médical au Sénégal et
le nombre de personnalités décédées ces derniers temps, Oui. voilà, lesquelles n'auraient plus la possibilité, fermeture de frontières oblige d'aller se faire traiter à l'extérieur. Non, parce que de toute façon, les personnes Vous êtes bien placé pour... Oui, les personnes qui décèdent, oui. pour l'essentiel, ne pouvaient pas survivre à la maladie. C'est ça la vérité. Oui, non pas tant parce que le virus est virulent, mais parce qu'ils ont une immunité qui n'existe pas. D'accord. Cette immunité a été anéantie par l'âge avancé. L'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les traitements. L'obésité dont on parle tant, l'obésité en elle-même est une cause de maladies respiratoires. Ça donne ce qu'on appelle des apnées du sommeil. Beaucoup de personnes obèses dorment sous machine parce qu'on a peur qu'ils s'arrêtent de respirer pendant qu'ils dorment. Cette personne-là, qui est déjà malade de son poumon, s'il attrape quelque chose, comme le coronavirus, et qui de plus est âgé, qui de plus a d'autres maladies, il est concevable qu'il ne puisse pas survivre à la maladie. Donc ce n'est pas tant la question de l'indigence technique, c'est la question de la protection de ces gens. Parce que quand ils arrivent à l'hôpital, quel que soit l'endroit où tu les amènes, ils ne survivraient pas. On a eu plusieurs cas où les gens sont entêtés, ils ont voulu amener le malade, ils ne sont jamais arrivés à destination. Plusieurs malades décèdent dans les avions. Donc ce n'est pas l'indigence des plateaux. C'est des situations au cours desquelles la survenue d'une infection est presque un arrêt de mort. Donc ces personnes-là, il faut les protéger. Maintenant, du point de vue du plateau technique des hôpitaux, il est incontestable qu'il y a des leçons à apprendre de cette épidémie. Oui. Et la première leçon, c'est de faire un effort pour relever de façon significative les plateaux techniques dans les hôpitaux. La deuxième leçon, il faut que le système soit adossé aux besoins des ayants droit et des ayants besoin qui sont les malades. Et aujourd'hui, la transition épidémiologique veut que les malades transmissibles régressent au profit de celles qui sont dites non transmissibles. Tous les hôpitaux que nous avons ont été créés pour prendre en charge des malades transmissibles. Ces malades, l'hôpital principal a 140 ans. Les besoins pour lesquels on les avait créés à 40 ans, 140 ans, ont disparu. Il y a de nouveaux besoins auxquels il n'est pas préparé. Il faut le rendre apte. Il faut le rendre apte à répondre à ces besoins. Troisième chose, il faut former des gens. L'effort de formation est très appréciable. Le Sénégal a contribué à former d'innombrables médecins, aussi bien pour le pays que pour le monde. Et partout où ils vont, les gens sont fiers parce qu'on leur a transmis les compétences telles que cela se doit. Mais ça, il faut le renforcer, le diversifier. Parce que rien, une chose est de créer des hôpitaux équipés, une autre chose est d'avoir des hommes à même de faire le travail attendu. Ça, je pense que ce sont des choses qu'on doit apprendre à l'épidémie. Mais par rapport à l'épidémie intrinsèquement, il y a aussi des choses qui me paraissent quand même relevées de l'urgence. Et ça, on va revenir à ce qu'on appelle la hiérarchie des moyens de diagnostic. Les moyens de diagnostic, ce sont les moyens qui permettent de reconnaître la maladie. La virologie te dit qu'il y a un virus. Ça, c'est les laboratoires qui le disent. Mais le diagnostic légionnel, qui est la capacité à identifier les dégâts provoqués par le virus, relève d'une autre compétence, et en particulier des imageries. Et l'outil aujourd'hui fondamental de diagnostic, de traitement et de suivi de ces malades, c'est le scanner. Et le scanner devrait être accessible partout où besoin est dans ce pays. Et un hôpital avec un scanner ne répond pas aux besoins, parce que le même scanner ne peut pas traiter des Covid et des non-Covid. Il faut être capable d'avoir un scanner dédié au Covid. Une fois que l'épidémie passe, on l'utilise à d'autres choses. La capacité à tester doit être aussi développée. Ça, c'est important. Et on a un moyen qu'on a utilisé pour éradiquer la tuberculose. C'est le GeneXpert, qu'on peut faire même dans n'importe quel district. Et aujourd'hui, il a été prouvé que le GeneXpert est aussi sensible et aussi spécifique que la PCR. Il faut la valider et le mettre en œuvre. Et donc ça, vraiment, ce sont des choses importantes. Il y a aussi à investir sur l'augmentation des lits de réanimation. Et quand on dit lit, ce n'est pas seulement les lits sur le malade se couche. C'est tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de traitement des malades graves. Le respirateur, les pousse-seringues, les aspirateurs, les anticorps, tout. Avec un appareil de dialyse au sein même de la réanimation. Parce que les malades meurent de deux choses. Les altérations pulmonaires et les altérations rénales. Donc il faut faire face à tout moment
aux besoins de préservation de la fonction pulmonaire et aux besoins de préservation de la fonction pulmonaire, c'est une disponibilité permanente d'oxygène. Très bien. Mais tout cela nécessite la mobilisation de moyens, enfin financiers, parce que ça, c'est des moyens peut-être... oui, les moyens financiers, je pense que ne devraient pas être l'obstacle. Oui. Parce que l'État, au niveau le plus élevé, en particulier son Excellence, le président Macky Sall, il a mis à disposition les moyens appropriés pour que les hôpitaux soient équipés de manière à ce qu'ils soient à même de faire face à la demande qui est une seule demande permanente. La seule demande pertinente, c'est celle de la satisfaction des besoins de traitement des malades. Très bien. Alors, mon général, il y a aujourd'hui, contexte obligeant, c'est une journée dédiée à l'arbre. Je sais que vous êtes un ancien ministre de l'Environnement, certainement outillé pour parler de cette journée, qu'on va aussi prendre en rapport avec la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, quel est le rapport entre l'environnement en tant que tel et voilà, ce virus-là qu'on vit? Merci de cette question très pertinente. Je vais y répondre effectivement avec mes séquelles du ministère de l'Environnement. Oui. Et pour cela, il faut convoquer l'histoire. L'histoire de la médecine a été scandée par des pandémies récurrentes. Non seulement elles surviennent, mais elles se répètent. Le choléra, ça a été une pandémie, on en est à la 7e pandémie. Le sida, on n'a pas encore vaincu. Le Ebola est passé par là, maintenant le corona. Ces pandémies, pour l'essentiel, sont des zoonoses. Une zoonose, c'est une maladie animale. Comment ça se fait qu'une maladie animale arrive dans les agglomérations humaines? C'est la déforestation. La déforestation? Oui. Parce qu'en déforestant, on détruit les habitats naturels de ces animaux, et ces animaux n'ont pas d'autre recours que de venir dans l'agglomération humaine. La chauve-souris qui porte le virus, coronavirus, qui est son hôte naturel, est une chauve-souris forestière. Quand on a détruit la forêt, c'est venu dans l'espèce. Le sida, le premier animal qu'on connaît porteur du virus du sida, c'est un singe macaque du Congo. Les besoins de traces des rails ont détruit la forêt et le singe est venu de l'homme. Ils ont transmis le virus à l'homme et ça a subi des mutations jusqu'à donner le sida. C'est comme ça que le choléra est né dans les champs de riziculture de l'Inde. Le choléra est venu ici. Donc, toutes ces pandémies sont la conséquence directe et exclusive des perturbations très profondes que l'homme provoque sur l'équilibre des écosystèmes. Et ça s'appelle de l'anthropocentrisme. C'est une pensée qui fait croire que tout ce qu'il y a sur Terre doit être au service exclusif de l'homme. C'est dangereux. Il faut aller vers le biocentrisme, qui veut que toutes les vies aient une égale dignité. La vie des hommes, la vie des arbres, la vie du sol, la vie des eaux. Vous voulez dire qu'en vérité, on risque d'avoir d'autres virus si on continue de déforester, à agresser de façon aussi pernicieuse que nous le faisons notre écosystème. Après le coronavirus, vous aurez une autre épidémie. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça doit nous ramener à la culture de la préservation de notre environnement et à la nécessité vitale de préserver l'équilibre de nos écosystèmes. Et donc la reforestation, les plantations d'arbres... La reforestation aujourd'hui est le moyen le plus efficace de prévention primaire des pandémies. Quand on dit prévention primaire, c'est celle qui empêche à la survenue de la maladie. Une fois qu'elle survient et qu'on empêche que ça revienne, c'est une prévention secondaire. Donc aujourd'hui, la reforestation, la préservation de la forêt, le respect des équilibres est la prévention primaire des pandémies. Très bien. Maintenant, à l'échelle mondiale, on a vu, je le disais à l'entame de cette émission, le Sénégal n'est pas dans un cas isolé. On est dans le contexte mondial assez compliqué. On assiste à un rebond de l'épidémie ou de la pandémie du coronavirus. Enfin, la société sénégalaise elle-même n'est pas seule à ne pas... Oui, non, au Sénégal, je pense qu'il faut quand même humblement reconnaître que nous sommes performants. Et nous avons une position et un statut très respectable et honorable. Et dont le premier élément, c'est la volonté politique et la claire conscience des responsables qui nous dirigent qu'il faut adresser. Là où il y a les catastrophes, ce sont les patrons et les dirigeants qui ont été les premiers à faire du déni.
Je ne sais pas de pays. Mais les pays qui sont les plus endeuillés, c'est un pays où les autorités n'ont pas fait preuve de clairvoyance et de sens responsabilité tel que l'ont fait les nôtres. Et aujourd'hui, ces pays sont les plus endeuillés au monde. Il y a des pays où on compte presque des millions de morts, des milliers de morts. Quand on a une population en moyenne générale où il y a beaucoup d'obèses, beaucoup de maladies, et qu'on n'accepte pas les règles définies par la science pour lutter contre cette maladie, qu'on aboutit qu'à ces conclusions. Et le Sénégal n'est pas dans cet état. Encore une fois de plus, le Sénégal regorge d'une ressource humaine à même de dégager les pistes techniques sur lesquelles les autorités vont se baser pour prendre les décisions attendues. Et ça, c'est ce qui est fait. Aucun système n'est parfait. Nous sommes partis très rapidement dans une maladie où au début tout est inconnu. Et au fur et à mesure qu'on connaît, on s'ajuste. Pourquoi en Europe, les pays qui ont été les premiers massivement infectés ont eu autant de morts? En Italie, les gens sont morts comme des mouches. En Espagne, en France, pourquoi? Parce que les médecins ont agi dans l'ignorance. Ils ont traité des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Tous les médecins savent que quelqu'un qui a une embolie pulmonaire, si tu l'intubes, il meurt. Ils ont intubé massivement les malades, ils sont morts. Mais ça, c'est après qu'ils ont appris et qu'ils sont réajustés. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'ils passent de milliers de morts par jour et brutalement, c'est moins de ça. Parce qu'ils ont rectifié les erreurs. Et on doit apprendre de ces Il faut avoir l'humilité d'apprendre de ces erreurs, de reconnaître ses limites humaines. C'est la seule façon de progresser. Mais aussi adapter la prise en charge, la riposte. C'est ça que je dis. Parce qu'aujourd'hui, le contexte sénégalais n'est pas forcément celui de la France. Exactement. Chaque pays a ses réalités socio-culturelles. Chaque pays a son système. Chaque pays a ses compétences. Et c'est ça, cet ensemble-là qui détermine les résultats de la riposte. Et dans cet ensemble, le Sénégal ne me semble pas être le pays le plus mal loti. Absolument. Si je pose la question, c'est parce qu'ailleurs, on voit des manifestations, on voit est quand même, des populations qui refusent de se soumettre aux décisions prises par les autorités. Éthiques et diplomatiques. Mais dans le concert des nations, aujourd'hui, le Sénégal, si on peut l'expression, n'a pas à rougir devant quelconque pays. Absolument. Vous le voyez, les pays qui nous entourent, nos voisins immédiats, sont en train de nous appeler au secours. Et le président l'a dit. Et il a été suffisamment humanitaire pour dire qu'il faut les assister. Il faut les assister. Il y a des pays ici de la sous-région où ils ne sont même pas capables de faire un test. À force de traiter un malade. Nous, dès le début de l'épidémie, la capacité à tester était là. Parce qu'il n'y a pas la capacité à tester. On ne dit pas que la personne est malade. Donc, restons, il faut savoir raison garder. L'épidémie est grave. Mais c'est une gravité à relativiser. Le pays met en œuvre tous les moyens qu'il faut pour faire face à l'épidémie. Et les moyens les plus importants, pour moi, sont les moyens institutionnels. Et cela, les populations doivent... Cette dynamique, les populations doivent l'accompagner. Aucune personne aujourd'hui ne devrait se sentir totalement et intégralement à l'abri de ce virus. Nous sommes tous exposés. Absolument. C'est important. Nous devons tous prendre la maladie pour nous et nous protéger par les moyens qui s'offrent à nous. C'est d'autant que, je le répète, il n'y a pas un vaccin et je ne pense pas qu'il y aura un vaccin dans les 6 mois à venir. D'après ce qu'on connaît de la vaccinologie. Parce qu'il faut isoler la substance, il faut la fabriquer, il faut la tester, il faut mettre ça à l'échelle industrielle. Toutes ces étapes sont incontournables et prennent du temps. Il y a effectivement des molécules qui ont été isolées, qui ont peut-être prouvé leur efficacité. Mais ça, c'est une des innombrables étapes qui restent à satisfaire pour avoir un vaccin. Mais je suis sûr, comme nous l'apprend l'histoire de la médecine, on trouvera un moyen d'éradiquer cette maladie. Et si nous continuons à agresser l'environnement comme nous le faisons, une autre va venir. Très bien. Merci beaucoup, mon général. Un mot peut-être pour terminer sur l'hôpital principal de Dakar, un hôpital de référence. Depuis longtemps, il garde le statut sous votre direction. Oui, bien sûr. L'hôpital principal, effectivement, a un statut spécial. C'est un hôpital militaire du point de vue de la gestion. Mais du point de vue de l'offre de soins, c'est un hôpital public comme tous les autres. Il obéit à la loi 9803 qui organise les hôpitaux au Sénégal. Donc, même du point de vue juridique, mais surtout dans le cadre du Ebola, de coronavirus. L'hôpital n'est pas et ne sera jamais en extraterritorialité
dans la lutte contre cette pandémie qui pose des enjeux de sécurité nationale. Et à ce titre, l'hôpital principal, dès le début, s'est mis intégralement dans le système. Ça parce que le président nous a fait confiance. Le ministre de la Santé, que je dois féliciter, a été le premier à avoir cru à l'hôpital principal et qui est venu nous voir. C'est comme ça que la première chose que nous avons faite, c'est d'apprêter une réanimation, parce que depuis le début, nous savions que la vraie épidémie hospitalière dans cette maladie, c'est la prise en charge des cas graves. Notre réanimation est organisée, dédiée totalement à la prise en charge des Covid. Et les Covid, ceux qui ont des réanimations non Covid, nous ne les avons pas laissés en rade. Nous avons récupéré une autre réanimation dans l'espace de l'hôpital. C'est en cela que nous sommes résilients. Parfait. Pour la prise en charge des cas simples, symptomatiques qui ne répondent pas aux critères de prise en charge domicile, nous avons dédié totalement le pavillon de Boufflers. Tous les moyens d'aide au diagnostic, et principalement les services d'imagerie, nous avons un scanner dédié exclusivement au Covid et qui fait des clichés 24 heures sur 24. Le service de biologie de même. Donc nous avons mis à la disposition de la réponse nationale tous les moyens que l'hôpital possède. Il faut reconnaître aussi que des moyens nous ont été donnés. Mais ces moyens ont été utilisés pour 3 choses. Renforcer les services de réanimation, protéger le personnel qui travaille et assurer la résilience de l'hôpital. Et aujourd'hui, il est aisé de constater que l'hôpital est en phase et totalement prêt à assumer ses missions, qui sont des missions de garant de la sécurité des ayants besoin et des ayants droit, qui sont les malades et les malades seulement. C'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Mon général, le général de brigade Mame Thierno Dieng, professeur titulaire des universités, directeur de l'hôpital principal de Dakar. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de votre émission Point de vue. On se retrouve dimanche prochain.